Vous écoutez Habitat et Perspectives, les podcasts de Berval. Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce tout nouvel épisode de notre série de podcasts dédiés à la construction et la rénovation de maisons. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet crucial, déterminant, fascinant. Ce sont les enjeux RSE. On en parle beaucoup et pour cause. Et on va aller un petit peu plus loin avec nos invités. David Lacroix de Berval, vous êtes le président de Berval. Bonjour. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous, David. Et à vos côtés, Catherine Guerniou. Bonjour Catherine. Bonjour Isabelle. Vous êtes dirigeante d'un atelier de menuiserie extérieure qui s'appelle La Fenêtrière, mais également vice-présidente à la FFB, c'est la Fédération Française du Bâtiment, en charge de la transition écologique et RSE. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de votre éclairage. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente la RSE dans le secteur du bâtiment et pourquoi c'est aussi crucial en France? Oui, en effet. Alors, il faut savoir que le bâtiment a un impact important dans les émissions CO2 et gaz à effet de serre. On a 25% au total. Donc, il est vraiment important que nous, les entreprises, on s'engage et qu'on ait un impact pour diminuer fortement ces émissions. Nous avons des objectifs 2030. Nous avons le Fit for 55 où on doit diminuer de 55% nos émissions. Et puis 2050 avec cette neutralité carbone. Donc, on a vraiment besoin d'être en état de marche pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés par l'Union européenne. Vous sentez que les acteurs sont conscients de ces enjeux, sont prêts ? Alors, les acteurs sont conscients. Être prêts, c'est une autre chose parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que c'est une politique du temps long. On ne peut pas se transformer aussi rapidement que ça. Mais en tout cas, on a cette volonté et surtout, on a des réglementations qui nous accompagnent dans ces objectifs. La RE 2020 notamment ? Oui, la RE 2020 est l'un des points cruciaux sur la construction neuve et donc qui nous contraint à adapter en fait nos modes de fabrication. Et David, chez Berval, comment est-ce que vous intégrez ces principes assez rigoureux de RSE dans la construction de maisons neuves ? Alors tout d'abord, la culture RSE est très présente parce que nous appartenons à un groupe, le groupe Hexaom, qui est pleinement dans cette démarche de RSE. Sur la RSE, il y a plusieurs aspects à dire. Le premier, c'est que en tant que société de construction, on est forcément franco-français à quasiment 100%. Berval évolue en Île-de-France, nos artisans sont franciliens pour la quasi-totalité ou limitrophes. Donc, on fait déjà travailler une main-d'œuvre qui est française. Le deuxième point... C'est le circuit court, pardon. C'est le circuit court, oui. C'est ce fonctionnement-là, finalement. Tout à fait. Le deuxième point, c'est les matériaux. La quasi-totalité de nos matériaux, là aussi, à part des exceptions anecdotiques, viennent de groupes industriels français ou même étrangers, mais implantés en France, avec des usines en France, et dont les répartitions géographiques sont souvent très proches, avec un maillage qui est très serré. Et puis, il y a beaucoup d'usines qui tournent autour de l'Île-de-France, donc ce qui nous permet d'avoir des matériaux qui viennent d'une distance relativement courte et donc aussi d'avoir un impact positif. Puis pour reprendre les propos de Catherine, il y a deux points. Il y a effectivement la démarche RE 2020 qui nous conduit à être encore plus performants. Alors, sans prétention aucune, compte tenu de nos notices descriptives et nos caractéristiques techniques, nous étions déjà en avance sur la RE 2020. On a même livré une maison avant l'édition de la RE 2020 qui était déjà dans ces critères-là, en alliance avec Cercal. Parce que c'était justement le second point sur lequel je voulais venir. Nous avons un agrément NF-HQE. La démarche NF est très ancienne chez Berval. Elle date de 2001. On a été, NF, c'est la même chose que ce qu'on voit sur les produits NF? Non, c'est spécifique à l'habitat. C'est NF D'accord. Habitat. Donc NF Habitat et NF Habitat HQE. Et on est dans cette démarche-là, je vous dis, depuis plus de 20 ans maintenant. Ça fait partie de notre culture. Ça répond à des critères d'organisation, à des critères de satisfaction client, mais aussi à des critères écologiques et des critères du respect de l'environnement. D'ailleurs, c'est pour moi la vraie définition du mot écologie. L'écologie, c'est le respect de son environnement, de son contexte et le respect de toutes les parties en présence. Ça peut être ça peut être les matériaux, ça peut être l'humain, ça peut être nos artisans et notre personnel.
Oui, c'est au cœur de votre façon de voir les choses aussi, notamment à travers la fenêtrière, Ah Catherine. bah complètement, je rejoins David, hein, nous en tant que fabricants, nous on est Origine France Garantie parce que justement la traçabilité dont David a besoin dans ses constructions, nous on l'apporte et la meilleure façon de l'apporter, c'est aussi d'avoir des qualifications, des certifications, des labels, ce que vient d'exprimer David sur le HQE, hein, qui est important, hein, cette haute qualité environnementale. Et donc nous en tant que fabricants, nous devons aussi se l'intégrer, le développer dans nos entreprises. Dans notre atelier de production, c'est le cas. Donc, moi, j'ai exactement cette même circularité, mais sur la partie production, avec justement le choix de nos fournisseurs. Hein. On a des fournisseurs français de nos matières premières. Nous, on fabrique localement à Champigny-sur-Marne nos menuiseries. On a aussi, on est en train de travailler sur l'analyse de vie hein, de nos menuiseries, du cycle de vie de nos menuiseries, de façon À à ce combien de qu'on temps ait... elles durent? Est-ce qu'elles sont pérennes Exactement, D'accord. et aussi sur la recyclabilité de nos chutes de production. Et un volet qui est très important, et je rejoins les propos de David, c'est aussi la partie sociétale, parce que derrière, c'est aussi une qualité de vie au travail, c'est tout un environnement que l'on assure en complément de nos fabrications, on va dire, pures, techniques, et on répond bien entendu aussi aux réglementations de façon à obtenir les gains en économie d'énergie qui doivent être nécessaires sur nos bâtiments. Puis Oui, si je puis me David, permettre, oui. rajouter un point, à une époque où on parle beaucoup d'obsolescence programmée, la durabilité d'un bien est aussi une vision écologique, le fait qu'il dure longtemps. Berval existe depuis 1932 et un des plus anciens constructeurs de France aujourd'hui, et ça me fait toujours plaisir de temps à autre d'avoir par l'histoire des maisons qui sont portées à notre connaissance des années 40, des années 50, qui sont toujours là. Alors certes, qui ont besoin d'être rénovées, mais dont le bâti est toujours présent, et cette durabilité est aussi une forme de respect environnemental. L'ossature est là, bien présente. Il faut l'adapter avec l'époque, mais bon, ça fait partie du lot de toute construction. Oui, tout à fait. Ouais. Et en complément, je rejoins aussi David sur ce point-là. Nous, on travaille sur la durabilité de nos fenêtres. Hein, et donc, nous, on a 40 ans, on est un peu plus jeunes. Mais on a aussi ce retour de clients qui viennent pour faire évoluer leur menuiserie. Et on leur assure justement cette durabilité dans le temps. Et je rejoins tout à fait David parce que la durabilité, ça veut dire que derrière, c'est une diminution de la consommation des matières premières, de la ressource, et on sait ô combien nous allons manquer de matières premières et de ressources. Oui. Donc, du coup, il est important d'amener une qualité. La seule chose, c'est que la qualité a un prix. Et oui, on va en parler. Alors justement, voilà. David, je voulais voir les freins. J'imagine que ça en fait partie, mais quels freins est-ce que vous rencontrez principalement dans votre quotidien, dans cette volonté de faire du RSE quelque chose d'indispensable, de primordial? Alors, je vais vous parler d'une expérience récente. Nous avons, en début d'année, lancé une notice éco-responsable. Donc, en fait, on a cherché sur les différents cœurs de métier d'une construction d'une maison, les différents matériaux, à trouver des matériaux qui soient les plus respectueux, écologiques, éco-responsables possibles. Ça a été un peu une gageure déjà de trouver. C'est pas évident sur certains corps de métier de pouvoir trouver des matériaux qui correspondent à ce cahier des charges, à cette vision, cette ambition. C'est pas si développé que ça. Non, c'est pas si développé. Puis il y a deux autres points qui s'ajoutent. Le premièrement, c'est que vous êtes sur des petites séries. Vous n'êtes pas sur l'industrialisation. Il faut arriver à trouver les fournisseurs. Alors certes, il y a de grands groupes qui s'y penchent. Il y a de grands groupes qui ont des produits qui commencent à être labellisés en ce sens. Mais encore une fois, c'est pas exhaustif et général. Et puis le deuxième point, et c'est presque regrettable de le confirmer, mais c'est vrai, c'est que par moment, des produits qui sont écologiques ont des performances techniques qui vont être moins bonnes que des produits industriels. Alors, on peut arriver aux mêmes performances, ça se compense. Par exemple, on va avoir une épaisseur d'isolant qui va être plus importante, mais après, on a d'autres incidences, parce qu'une épaisseur d'isolant qui est plus importante, ça veut dire que c'est moins de mètres carrés habitables, et quand vous êtes dans un marché au mètre carré tordu, vous regardez la façon d'exploiter au mieux l'achat de votre terrain. Et c'est tout à fait compréhensible
compréhensible. Donc, à la fois, il y a cette volonté, cette ambition de trouver de l'éco-responsabilité dans nos matériaux, mais c'est qu'un petit bout du chemin. Cette vision collective dont parle David, ça, c'est vraiment au cœur de votre activité, Catherine. Ah mais oui, c'est vraiment une chaîne de valeur en fait. C'est un écosystème. David a besoin, comme il nous l'a bien expliqué, de fournisseurs qui sont engagés et qui ont justement tout un cycle sur leurs produits. Et derrière, eh bien, il faut qu'il y ait des clients qui soient réceptifs. Et nous, en tant en tout cas fabricant, c'est justement cette rigueur que je donne à notre fabrication de façon à ce qu'on puisse répondre aussi aux attentes, aux besoins et surtout à l'urgence à laquelle nous sommes aussi face. Comment est-ce qu'on peut améliorer, progresser, aller plus vite? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, chose qu'on n'aime pas trop, c'est le côté législatif. Dès qu'on commence à nous imposer des réglementations, forcément, ça nous amène à aller plus loin. Je pense qu'il y a au-delà des coefficients thermiques qu'on doit obtenir, on est quand même assez contraint aujourd'hui. Il y a la CSRD qui arrive, donc justement ce rapport extra-financier qui va engager de plus en plus toutes les entreprises. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pour les plus de 250, mais on s'aperçoit que par capillarité, nous sommes aussi interrogés sur nos engagements. Et donc je pense que tous ces engagements, on sent vraiment depuis, moi je dirais de la période Covid, on sent ces crises sanitaires, on sent vraiment que les entreprises franchissent le pas. On sent qu'il y a eu vraiment une prise de conscience. On commence à amorcer ce côté vertueux en fait, parce que derrière ça apporte aussi du plus dans la conception de nos menuiseries, mais aussi dans le travail du quotidien, dans l'amélioration continue. On travaille en ligne production par exemple, pour amener justement plus de qualité, plus de flexibilité, de confort au travail. Donc tout ça va vers quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'il faut emmener le plus grand nombre. Et ce que disait David, il y a aussi le côté ensuite industriel. Donc, il faut industrialiser toute cette partie-là. Et c'est pas évident parce que derrière, il y a des process. Il y a aussi des organismes qui nous contraignent pour justement obtenir ces process. Et donc, il y a vraiment... Il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. C'est l'écosystème, c'est toute la chaîne de valeur. Et ce qui est difficile peut-être dans les freins qu'on évoquait tout à l'heure, David, c'est ce poids des normes, de la paperasse en gros, de l'administratif. Est-ce que ça, les gens sont rétifs parce que ça leur ajoute beaucoup de contraintes, beaucoup de travail aussi, en plus de leur savoir-faire, mais qui doivent respecter toutes ces normes. On sait qu'il y a beaucoup, notamment de petites entreprises, qui en souffrent. Alors, c'est vrai que la lourdeur administrative est un frein, mais je la sens moins sur les normes, mais plus sur les instructions de permis et l'obtention de pouvoir construire. C'est plus difficile. C'est pas le thème du RSE, mais les écueils qu'on peut avoir sur une instruction de PC, sur le respect des normes, enfin des critères ABF, Architectes et Bâtiments de France, c'est aussi un frein à la construction. Tout à l'heure, vous aviez une question très juste, c'est comment on peut aller plus vite. Par moment, le but, c'est pas d'aller plus vite. Le but, c'est d'aller plus global. D'ailleurs, dans un monde où tout va très vite, c'est bien aussi de prendre son temps. C'est presque un luxe. Et je trouve qu'aujourd'hui, une démarche globale où tous les acteurs nous rejoignent. Et comme disait fort justement Catherine, les critères s'appliquent aux sociétés de plus de 250 personnes. Ce qui est plus intéressant, c'est que d'autres sociétés par capillarité de plus petite taille s'intéressent à cela. C'est une culture. Le RSE, ça doit pas être vécu comme une obligation. Ça doit être vécu comme une part de nous-mêmes. Il faut que ce soit naturel. Si ça ne l'est pas, on n'aura pas les bons réflexes. Et donc, bien sûr que ça passe par les matériaux, mais ça passe aussi par des projets que vous pouvez avoir, des sensibilités que vous pouvez avoir, qui peuvent être sociales, qui peuvent être sociétales, qui peuvent être sur des projets sur lesquels vous allez aller sur le mieux vivre ensemble, sur le bien vivre ensemble. Moi, j'insiste sur ce point. Je ne voudrais pas que le RSE, en tout cas dans mon entreprise, ne soit réduit qu'à je prends des matériaux qui sont écologiques et je développe une gamme. Non, c'est beaucoup plus global que ça. Et ça passe aussi par le client. Oui, bien sûr. Alors, il faut l'intégrer, le client. Le client, si on reparle du produit, alors le client, il est déjà intéressé par quel est l'ADN, la philosophie de l'entreprise et comment elle marche. Et on essaye aussi de donner le maximum d'informations sur ça. Et puis, le deuxième point, le client, il est
aujourd'hui, on le sent, il a une sensibilité écologique, mais avec un plafond de verre qui est son budget. Et à la fois, il y a le respect de son budget, et comme on disait tout à l'heure, il y a aussi le respect du nombre de mètres carrés qu'il va pouvoir faire. Donc, il est intéressé, mais il faut que ça reste dans une enveloppe budgétaire. Dans un contexte aujourd'hui où on est à une croisée des chemins entre une remontée des taux qui est un peu passée maintenant parce qu'on est sur une redescente et c'est tant mieux, les normes écologiques, l'augmentation des matériaux qu'il y a eu depuis la guerre en Ukraine et les événements derrière. Donc aujourd'hui, il faut qu'on retrouve une stabilité, il faut qu'on retrouve une sérénité et qu'on remette en avant et qu'on redéveloppe à nouveau toute cette gamme de produits éco-responsables et toujours en allant vers à la fois de la performance, à la fois de l'écologie, mais un prix abordable. Et Oui, ça, c'est je pense ça. que c'est essentiel. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la filière bio, par exemple, pour les produits agricoles, où on sait que c'est un frein dès qu'il y a une question de porte-monnaie derrière. Oui, les gens veulent du bon pour l'environnement, bon pour la santé, mais aussi, évidemment, pour leur portefeuille. Vous le ressentez, ça aussi? Ah oui, bien sûr, Pleinement. il est certain, mais et je rejoins, David aussi, il faut faire attention parce que parfois vous pouvez avoir des produits où vous avez l'impression, qu'ils ont un impact favorable et puis en fait, vous avez, le contre-exemple qui va faire que finalement, des produits bio, ont traversé, la terre entière pour arriver jusqu'à chez nous. Mmh. Or qu'en fait, nous avons pour peut-être 1 € de plus, des produits qui vont être à côté de chez nous. Donc là Mmh. aussi, il y a une responsabilité, il faut avoir du sens. Moi, je le rejoins aussi sur le fait de cette urgence. Je pense qu'il faut aussi savoir prendre son temps. Il faut redonner du sens. Nous sommes dans un métier, hein, celui du bâtiment, où c'est difficile justement l'attractivité de nos métiers. C'est important aussi avec David, lui dans la construction, moi je suis dans la fabrication, mais on est dans le même secteur. Et je pense qu'on a une chance incroyable à travers justement ces engagements que l'on a, de donner du sens. Et on sait ô combien aujourd'hui les gens ont besoin de sens. Mmh. Que ça soit au niveau de l'achat des maisons, on le voit, hein, les gens veulent du confort, ils veulent bien sûr, il y a ce plafond de verre que David explique, mais en même temps, ils veulent savoir d'où viennent les matériaux. Eh bien, quand on est en fabrication, pareil, et ses collaborateurs à David, c'est pareil dans la construction, on veut aussi leur donner du sens à ce qu'ils font et on Mmh. sait que c'est important dans notre quotidien, pour nous tous. On parle d'environnement, mais vous l'avez très bien dit, David, au début. L'environnement, c'est aussi les gens qui occupent cet écosystème. Donc, c'est plutôt l'aspect sociétal. Est-ce que là aussi, il y a des évolutions, des progrès à faire dans le domaine de la construction? Je pense qu'il y a des directions qui ont déjà été prises sous l'impulsion de la FFB. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'égalité. Je pense que c'est très important d'être en égalité homme-femme. Alors, moi, à mon modeste niveau, on a un comité de direction, on est 5, on est 3 hommes, 2 femmes. Sur 5, c'est difficile d'avoir une égalité parfaite. On en Oui, c'est ce perd. que j'allais vous dire. Mais Il en aurait tout pu y cas, avoir 3 femmes et 2 hommes. c'est Ouais, vrai, aussi. tout à fait. Ce sera la prochaine fois. Ça sera la prochaine fois, oui. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que de manière naturelle, les choses se font. On ne pense pas à forcer l'égalité, on ne pense pas non plus à la contrecarrer. Et c'est que les choses se font naturellement. Je pense que l'égalité est importante dans le secteur du bâtiment qui, globalement, était plutôt un secteur masculin dans sa dominante. Le deuxième point, il y a également la diversité qui est importante. On a une diversité de clientèle qui est très grande dans le bâtiment, dans la construction de maisons, dans la vente d'appartements. Et c'est important aussi que cette diversité soit représentée dans les valeurs modernes de la société d'aujourd'hui. Et puis après, de manière, je dirais, plus commerciale, c'est aussi les projets qu'on peut accompagner. J'ai la chance de collaborer avec cette famille pour construire aujourd'hui, et sous l'égide du groupe Exaum, une résidence pour partager pour personnes seniors, pardon. Et je trouve que ça, c'est des projets importants en termes sociétal, de pouvoir avoir du vivre ensemble. C'est pas la maison de retraite, Non. c'est pas ça, hein. Non, C'est oui, là où c'est original oui. comme projet. Et en fait, sur l'habitat des seniors, je pense qu'il y a 2 extrêmes, qui est soit je reste chez moi sans aide à domicile, ou d'un autre côté, je vais en EHPAD. Il y a toute Ce une qui fait diversité. peur à toute une génération. Tout hein. à fait. Puis il y a toute une diversité de solutions qui peuvent être trouvées. Mm. Il peut y avoir du maintien à domicile avec des services qui peuvent être associés. Vous pouvez avoir des résidences
de temps partagé pour seniors où il n'y a pas forcément les services médicaux ou un service allégé, et vous pouvez trouver d'autres solutions. On est également sur un projet de crèche actuellement, un projet assez original, et je pense que le RSE, c'est ça aussi. C'est s'intéresser à des projets qui vont dans le mieux vivre ensemble, qui vont sur une façon différente de concevoir l'habitat. Catherine, vous qui représentez plusieurs instances professionnelles, comment est-ce que vous accompagnez notamment les plus petites entreprises du bâtiment dans ces pratiques RSE ? En effet, il y a tout un travail de sensibilisation qui se fait à la Fédération française du bâtiment ou à la CPME. On a plusieurs instances. Mais en tout cas, pour le bâtiment, ce qui nous occupe aujourd'hui, on a créé un outil qui s'appelle Bâtisseur responsable et qui est justement pour amener les entreprises à franchir ce pas parce que finalement, on s'aperçoit qu'on en fait tous de la RSE, mais on n'a pas toujours conscience. Donc déjà, c'est conscientiser ce que l'on a mis en place. Et donc, on l'a divisé en 4 grandes parties. Vous avez l'ancrage territorial, la loyauté des pratiques, l'employeur engagé et puis la partie environnementale. Et tout ça permet en fait déjà à l'entreprise de se dire où est-ce que j'en suis. Ça permet de faire un diagnostic. Et ça, c'est important de façon à nous aider ensuite à avoir un plan d'action. Au niveau du bâtiment, on a aussi cette richesse. On a des organes qui nous aident. On a l'OPP-BTP, qui est l'organisme de prévention et de sécurité dans le bâtiment, parce que aussi dans le bâtiment, il faut parler de prévention. On travaille beaucoup sur la prévention. On sait que ce sont des métiers qui sont dits pénibles, et je mets des guillemets, parce que justement, en travaillant sur cette prévention, nous arrivons à avoir des résultats qui sont de plus en plus satisfaisants. On a aussi un OPCO qui est constructif, qui nous accompagne aussi dans la formation. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il est important aussi de former nos équipes, de les sensibiliser. Parce que nous, avec David, on est nous sommes des dirigeants engagés, mais derrière, on a aussi nos équipes que l'on doit engager. Et ça, c'est un peu plus parfois difficile. Donc, nous avons aussi des formations. Et c'est vrai que d'avoir pour les PME constructifs qui nous accompagnent, qui nous aident au financement, c'est quand même un atout considérable. Je ne vais pas faire toute une liste, mais il y a aussi la BPI qui nous accompagne beaucoup sur tous les enjeux environnementaux. Donc, tout ça, si vous voulez, on sensibilise les entreprises. On fait des webinaires, on fait des podcasts. Ça va vraiment dans le bon sens, on sent qu'il y a une démarche. Voilà, et de plus en plus, là, on lance d'ailleurs notre premier prix à Batimat du prix Bâtisseur responsable. Et on a été agréablement surpris parce qu'on a eu énormément de dossiers de présentation et surtout avec des entreprises qui s'engagent et avec des idées qui sont vraiment très ingénieuses. Et c'est pas pour la façade, c'est pas juste pour le paraître, ça vient de loin. Non, c'est vraiment, et c'est de l'engagement et on sent des entreprises, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment des engagements qu'ils ont sur le fond et c'est pas de la forme. Et c'est peut-être ce qui vous réunit aussi tous les deux, parce qu'on sent que c'est pas de la forme, que c'est vraiment... c'est vraiment dans les tripes, exactement. Il y a beaucoup de points qui nous réunissent. On est chef d'entreprise de PME, de petites sociétés à dimension humaine, et on sent bien entre Catherine et moi que l'humain, c'est une valeur très importante. On est franciliens. Catherine, son entreprise est à Champigny-sur-Marne, la mienne est à Mareuil-les-Maux. On a cette volonté de s'améliorer. Catherine parlait de formation. J'ai découvert au cours de ce podcast qu'elle a fait la formation Lean Management. Berval est aussi Lean Management et Black Belt. Qu'est-ce que vous avez comme point commun. Et on a cette volonté de pouvoir trouver encore une fois une zone d'équilibre qui est respectueuse, qui progresse, qui avance, qui va pas trop vite, qui intègre tout le monde. Il y a toujours ce proverbe qu'il faut toujours avoir en tête, et je pense que c'est particulièrement important sur la RSE, c'est toute chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Donc, il faut veiller à ce que tout le monde soit intégré et progresser avant de passer à l'étape suivante. Je pense que c'est essentiel. C'est parmi les quelques points qui nous rassemblent, mais le podcast n'a qu'une durée limitée. Merci beaucoup David et merci beaucoup Catherine pour ce partage de passion. Merci et à bientôt à vous pour un nouveau podcast. C'était Habitat et Perspectives. À bientôt pour un prochain podcast.